Bonjour à tous, depuis quelque temps je fais des tests pour un site qui s'appelle Consomag, donc un site qui teste tout un tas de choses, y compris des jeux vidéo. Et donc le site c'est consomag.com et aujourd'hui on va tester Diofield Chronicle. Alors Diofield Chronicle, qu'est-ce que c'est? C'est un STR sur console, donc c'est déjà plutôt rare et plutôt complexe de faire des STR sur console. La maniabilité clavier-souris est plutôt classique pour ce genre. Sur console, c'est tout de suite beaucoup plus complexe. À la manette, il faut en général réagir assez rapidement et avec seulement quelques boutons et une certaine inertie dans les sticks, c'est pas forcément facile. Donc cette tentative de STR du jour, c'est par Square Enix. Square Enix qui est extrêmement prolifique cette année. Le jeu a été co-développé donc entre Square Enix et Lankar, c'est un petit studio japonais. On va pas faire les listes de tous les jeux qui sortent dans l'écurie de Square Enix cette année, mais là en même temps on a Valkyrie Elysium par exemple, Star Ocean, le nouveau qui s'annonce très proche également, The Divine Force. Il y aura encore Harvestella, Dragon Quest Treasures, enfin bref, il y aura de quoi faire encore cette année avec Square Enix. Le jeu lui-même est très inspiré de Game of Thrones dans son écriture, donc c'est quelque chose de plutôt sombre, plutôt pessimiste, sérieux, très verbeux. Donc là, c'est pas forcément Game of Thrones, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le talent de J.R.R. Martin. C'est vraiment dommage, d'autant qu'il c'est très scénarisé. Je veux dire, on a des cutscenes pour même toutes les missions secondaires. Ça ne s'imposait pas. Et l'histoire elle-même est un peu cousue de fil blanc. Vous avez un groupe de mercenaires, les Renards Bleus, et vous devez, en tout cas c'est comme ça que commence le jeu, défendre votre pays d'une agression d'un empire extérieur qui vient récupérer des pierres de jade qui se trouvent sur votre territoire. Le vilain empire étant plutôt alimenté par ces pierres de jade qu'il détruit, qu'il l'utilise comme consommable, tandis que vous utilisez les pierres de jade comme catalyseur de votre magie, et du coup elles sont réutilisables et vous êtes assis sur un trésor pour l'empire. Et donc cet empire vient vous attaquer pour choper vos ressources. Bon, c'est plutôt classique jusque-là. Il y a un twist qui est extrêmement classique au niveau des jeux japonais. On va pas en dire plus, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Euh, Autre inspiration Game of Thrones, c'est la musique. Et alors là, ils ont été carrément chercher les compositeurs de la musique de Game of Thrones, la série. C'est très bon, hein, les musiques sont vraiment bonnes, mais un peu classique. Il n'y a pas de thème qui reste en tête, de choses réellement épiques qu'on se mémorise et qu'on a envie de chanter ou d'écouter en dehors du jeu. Donc ça reste relativement standard, mais de très bonne qualité. Les doublages par contre sont vraiment pas ouf, hein. Les acteurs ils sont pas vraiment investis. Il faut dire qu'ils n'ont pas grand chose à raconter d'intéressant. Ça aide pas à s'impliquer. Le- Au niveau du sound design, bon, c'est un jeu de stratégie, c'est pas ce qu'on en attend, hein. On n'attend pas les os qui craquent, les explosions dans tous les coins. Ça fait le taf, mais sans plus. Artistiquement, au niveau de la DA, c'est plutôt sympathique. The Diofield Chronicle, c'est aussi pour Diorama. Et ça rend bien, même si on a vu mieux. C'est vraiment clairement pas ce que j'ai vu de mieux dans le domaine. Mais ça passe, hein. J'ai testé le jeu sur Switch en mode nomade, c'est plutôt beau. Euh, quand tout est resserré sur le petit écran de la Switch, ça passe plutôt bien. Quand on passe en mode de quai, par contre, il y a de l'aliasing, il y a des chutes de framerate, vraiment grave d'ailleurs, hein, ces chutes de framerate, c'est plutôt très désagréable. Je suis assez sensible à ça, donc je dis pas que mon cas est une généralité, mais moi ça m'a beaucoup gêné. Et surtout, on voit que les graphismes sont quand même pauvres, hein, au niveau technique. Les textures sont plutôt simples, simplistes même.
La géométrie, elle est quand même un peu minimale, hein. Bon, je sais pas ce que donne le jeu sur PS5 et Series X, mais enfin, ça fait vraiment plutôt RPS 360. Hein. Faut s'attendre à quelque chose qui est pas au top. C'est un double A. Bon, sans dire que ça fait pleurer tellement c'est moche, techniquement c'est pas fou. Par contre, la direction artistique et surtout les artworks sont vraiment réussis. Le Cara design, je l'ai trouvé correct, plutôt sympathique, sans être complètement extraordinaire non plus. Ça reste le style japonais, si on adore, tant mieux. Mais venons-en au point principal. Ce qui m'a vraiment plu dans le jeu, c'est le gameplay. Donc on a un jeu de stratégie temps réel, hein. Je m'attendais plutôt à un tactical en tour par tour, comme ça se fait souvent sur console. Là, on a quelque chose d'un peu plus dynamique. Et ça rappelle un petit peu, vous avez 4 personnages sur le champ de bataille, ça rappelle un petit peu ce qu'on pouvait retrouver dans les vieux jeux de rôle à Baldur's Gate. Vos 4 personnages, vous les envoyez tous les 4 en même temps attaquer vos adversaires, et vous mettez en pause active pour lancer des sorts et faire des mouvements un peu plus complexes. C'est tout à fait ça, mais avec une orientation plus STR, plus stratégique que jeu de rôle. Vous avez quand même un aspect jeu de rôle, hein, avec l'évolution des personnages, leur équipement, pas de choix, hein. L'histoire, comme je vous l'ai dit, c'est très dirigiste et c'est pas intéressant. Vous avez la possibilité d'interagir avec vos camarades, mais heureusement, comme ils sont très plats, ils n'ont pas grand chose à dire, c'est vite expédié et c'est plutôt facultatif. Mais le gameplay sur le champ de bataille est vraiment sympathique. Les missions elles-mêmes sont tuer tous les méchants, protéger une barrière ou escorter un convoi. Il y a beaucoup d'unités adverses sur le champ de bataille. Néanmoins, les escarmouches sont vraiment brèves. Je ne crois pas avoir dépassé les 10 minutes, hein, au cours de mes sessions. Et si vous êtes en dessous de... ça varie, plus le jeu avance, plus les missions sont un petit peu plus longues, mais restent très, très courtes. Au début, vous devez finir en moins de 4 minutes, après en moins de 6 minutes, après en moins de 8 minutes, etc. etc. Et vous avez des bonus supplémentaires quand vous réussissez dans le temps imparti, quand vous réussissez la mission sans perdre de combattants. Et ce genre de petits bonus, vous avez la possibilité de ramasser des coffres. On va dire que l'aspect terrain est quand même très très mineur dans le jeu. Il n'y a pas de bonus ou de malus en fonction de est-ce qu'on est sur un terrain enneigé, est-ce qu'on est dans un terrain boueux, est-ce qu'on est en aplomb qui nous donnerait une portée supérieure. Non, rien de tout ça, c'est assez primitif et assez bourrin. Donc le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible pour réussir la mission dans les délais impartis, mais aussi éviter que des groupes adversaires en mouvement vous submergent. La stratégie, elle est aller tout droit et taper le plus vite possible l'ennemi. C'est pas glorieux, hein, comme ça, mais il y a un plaisir de jeu non négligeable, dans le sens où il y a quand même pas mal de sorts avec des zones d'effet. Bon, la tactique en elle-même, elle n'est pas reluisante en général non plus. On attaque avec tout ce qu'on a, on essaye d'attaquer de dos. Il y a des possibilités de faire pivoter l'ennemi pour qu'il se retrouve de dos par rapport à votre principale force de frappe, pendant que votre cavalier l'attaque par exemple. Il va derrière lui, il attaque par derrière, l'ennemi se retourne, vous le bombardez avec tout ce que vous avez. Quand il y a plus d'ennemis sur le terrain, vous lancez des sorts de zone. Vous avez d'ailleurs la possibilité d'invoquer Bahamut, qui fait très Final Fantasy. Je pense que si Square Enix n'avait pas été dans l'équation, on n'aurait pas eu ça. Il y a une petite vibe Final Fantasy, ouais, un petit côté Ivalice de Final Fantasy XII, sans être non plus du niveau du jeu de rôle action RPG.
Donc au final, c'est plutôt pas si mal hein, ce jeu, malgré cette technique datée, son histoire oubliable, les méchants qui sont pas des méchants, et les gentils qui sont pas si gentils que ça, c'est ouais, c'est pas une histoire franchement c'est très basique hein, au niveau de l'histoire, et surtout c'est mal raconté, on n'est pas pris dans l'engrenage, on n'a pas envie d'en savoir plus. C'est vraiment quelque chose de plutôt générique, basique, qu'on a déjà vu 1 million de fois, et surtout la science narrative n'est pas derrière, et ça c'est très très dommage. Il est sauvé ce jeu par le gameplay, qui est relativement agréable, même pour avoir un peu rushé le jeu pour le test. En dépit de sa répétitivité, ça passe, ça reste agréable. Donc si vous le faites petite dose par petite dose, petite touche par petite touche comme ça, un jour devant la télé, ou le soir avant de se coucher, une petite partie, une petite escarmouche, ou 5-10 minutes dans le bus ou dans le train, c'est vraiment parfait pour consommer ça. C'est pour ça que je le recommande plutôt sur Switch que sur une autre plateforme. Par contre, il est vendu 60 €. Je trouve que c'est un petit peu cher pour le budget AA du jeu, mais aussi le fait qu'on en fait le tour assez rapidement, hein. En tout, on comptait 30-35 heures pour finir le jeu en complet. Ouais, en dessous des 40 €, ça se discute. 60, c'est un petit peu cher. Il faut aussi être amateur de stratégie. Il ne sera pas sauvé par le scénario, donc à prendre en considération dans votre achat si vous avez l'intention de craquer. Allez, bah, je vous souhaite un très bon jeu, et puis à bientôt pour de nouveaux tests et de nouvelles vidéos.